C'est parti. Et bonjour à tous. Alors, comment ça va déjà? C'est le début. Oh, ça galère. J'ai mis mon ordi dans une petite PLS, je pense. Ça fait plus de 3 heures que je suis en train d'essayer de paramétrer des trucs. Petite story pour commencer. Tac. Allez, viens rejoindre. Stream de la galère. Parce que là, c'est vraiment ce que ça va être. Hein. On va vraiment être sur un stream de la galère. J'ai passé 3 heures à essayer de faire une diapo, enfin des diapos, etc. pour expliquer les bases et les règles du basket. Le truc, c'est que je maîtrise pas encore super bien Streamlabs. Et j'ai qu'un écran. J'ai un deuxième écran, mais c'est un deuxième MacBook, et je crois pas, ou alors dites-le moi, que je puisse relier les deux pour faire un seul pour diffuser un seul contenu sur les deux. Et du coup, je suis obligé de cumuler mon Streamlabs plus le contenu que je vais vouloir vous montrer. Donc il a fallu que je passe par plein de trucs. Notamment faire de la capture d'écran et vérifier que ça marche correctement. Et c'est un peu complexe. Et surtout, ça demande à mon ordi visiblement un effort colossal. Et il panique un peu, dirais-je. Il panique un peu. D'ailleurs, j'en profite. Merci à Ruana qui s'est abonné dans la nuit. Merci beaucoup à toi. Tu régales, merci d'avoir suivi. Je dis abonné, mais c'est pas sub, hein, elle a juste follow. Mais merci quand même. Les follow comptent énormément, même au début. Alors, on va prendre un petit truc. Bam. Stream de la galère. On explique les bases. Comprendre le jeu. Toujours cette petite musique qui régale. Personne ce matin pour l'instant. C'est pas grave. Alors par contre, Instagram, si toi aussi tu te mets à pas fonctionner, on va pas être potes. C'est-à-dire qu'on va vite s'embrouiller. Twitch.tv/Cobrisus. Merde. Allez, c'est parti en prod. Petite gorgée de café dans mon nouveau mug. Ah, ça fait du bien. Ça régale, ça régale. Je voulais mettre une casquette, mais j'ai l'impression que ça faisait bugger le stream, on va vérifier ça. J'ai l'impression que cette casquette n'est pas très trop appréciée par les ombres et la caméra. Non, on dirait qu'elle est de travers, ça ne me va pas du tout. C'est ça aussi, mes streams, c'est avant tout un galérien qui galère. Hop. On va le mettre là. On se pose tout bien. Et on va partir tranquillement. Où est-ce que j'ai posé mes notes? Ah bah bravo. Ouais, je vous ai dit, c'était le stream de la galère. Là, on m'a demandé de réfléchir. Ça fait plus de 3h30 que je réfléchis. Il y a bientôt plus de bande passante. C'est logique. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà. Donc, on va commencer en essayant d'expliquer un petit peu le terrain, les différentes lignes, etc. La petite particularité du basket qui est que les lignes n'appartiennent pas au terrain. Et ensuite, on va tranquillement glisser vers les règles essentielles. Je vais essayer de garder ça très simple et de pas me perdre dans 15 000 explications de... typiquement, quand on va aborder les fautes, on va pas parler et pas chercher à comprendre qu'est-ce qui différencie une faute de corps d'une... je les connais même plus. Faute de corps, on a tapé, tenir...
On a les fautes à la tête. Bref, on va pas essayer d'expliquer tout ça. On va expliquer ce qu'est une faute, comment on fait faute au basket, quelle réparation pardon, il y a derrière. Et voilà, tout simplement. Alors, et ben toujours personne, et ben c'est pas grave. De toute façon, c'est enregistré. Il y aura une rediff. Je fais un coucou à Astrid, qui est notamment l'instigatrice de l'idée de ce live. Et je pense d'ailleurs à venir, je vais essayer de faire pas mal de contenu vidéo pour les réseaux, peut-être sur YouTube, mais pas sûr de faire des longs formats, pour essayer vraiment d'expliquer les règles du jeu le plus simplement possible à des gens qui ne sont pas initiés au basket, à des newbies, à des rookies. Alors, on va commencer tranquillement par le terrain et on va changer de scène. Oh, c'est magnifique, ça a fonctionné direct. Donc là, nous sommes sur Canva, mesdames et messieurs. Je ne sais pas combien vous êtes, donc là vous pouvez être 0, vous pouvez être 500 000. Je n'en saurais jamais rien. Je vais me le mettre là. Comme ça je vais voir. D'ailleurs je profite pour passer le message que j'ai mis Polo Modo. Et mon fond vert déconne. Alors on va régler ça tout de suite parce que ça va être dégueulasse sinon. Tac tac tac. On va voir si on arrive à faire mieux en 2-3 clics. Très rapidement. Augmentons légèrement les tons. Hop, ce sera peut-être un peu mieux. Fermé. On me verra peut-être moins bien. Ouais, je suis un peu plus transparent. Et ben, on va repartir sur l'ancien, tant pis. Je suis désolé, c'est le stream de la galère, j'ai prévenu. Hein. On va galérer tout le long de ce stream. Mais on va réussir à aboutir à quelque chose. On y aboutira peut-être pas rapidement, mais on y aboutira. Et c'est le principal. Je pense que c'est la luminosité aussi. Dans mon appartement, un volet qui a une spécificité un peu particulière, qui est celle de ne pas se fermer et de posséder des trous. Très pratique hein, pour un volet. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, le terrain de basket, comme vous le voyez derrière moi, globalement, vous coupez un terrain en deux, et en fait, c'est une symétrie. C'est exactement la même chose des deux côtés, comme pour l'intégralité des terrains de sport, je pense. Au milieu, donc symbolisé là, montré par la flèche rose, vous avez la ligne médiane. En haut, c'est en... Et alors, moi je vais dire au fond, puisque vous avez les paniers qui sont en orange. Vous avez ce qu'on a derrière, donc la ligne, c'est la ligne de fond. Et symbolisé par la flèche bleue, c'est la ligne de touche, ligne de côté. On va plutôt l'appeler ligne de côté, parce que c'est le nom qu'elle a. On fait quand même la différence au basket entre ligne de fond et ligne de côté. Notamment, on verra ça plus tard, pour les réparations suite aux fautes. La ligne médiane, la ligne de touche et la ligne de fond, et ainsi que toutes les autres lignes du terrain, n'appartiennent pas au terrain. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple qui va peut-être parler un petit peu plus au foot ou au tennis. Quand la balle est encore en contact avec la ligne, on considère qu'elle n'est pas sortie. Typiquement, au tennis... Pour ceux qui ont suivi Roland Garros quand on révisait le bac, vous avez souvent ces replays vidéo pour vérifier que la balle touche bien la ligne parce qu'on ne sait pas trop typiquement s'il y a ace ou pas et du coup si elle est sortie ou pas. Au basket, il n'y a pas ce doute là. Si vous touchez la ligne, vous êtes en dehors du terrain. Donc ça va marcher pour la ligne de touche et la ligne de fond. Ou si vous la touchez, si vous mettiez le pied dessus, même d'un tout petit bout, si le ballon le touche, il est considéré sorti. Et du coup, on va étendre ça aux autres lignes. Typiquement, la ligne médiane, alors je fais une petite transition, mais la ligne médiane, quand vous allez passer ce qu'on appelle en phase offensive, c'est-à-dire vous allez passer dans le camp adverse, et vous n'avez pas le droit de la toucher. On verra ça un peu plus tard. De même, la ligne à 3 points,
si vous avez le pied dessus ou le pied en contact avec cette ligne au moment où vous prenez votre tir, le tir sera considéré comme un 2 points. Il faut être derrière la ligne. Excusez-moi, on va roter encore pendant ce stream. Il n'y a rien qui va changer par rapport à d'habitude. Donc voilà un petit peu pour le concept des lignes. Très rapidement, on va pas faire plus compliqué. J'aborderai un point juste après, qui est sous le panier, ce qu'on va appeler la restricted area, mais on l'abordera à la fin. Donc voilà pour les lignes. Ensuite, comme je disais, donc là vous voyez, vous avez en bleu la ligne à 3 points, et en rose vous allez avoir les lignes de la raquette, parce que effectivement, la raquette a un intérêt tout particulier au basket. Si dans le foot, typiquement, vous n'avez pas de limite de temps, donc vous n'êtes pas hors jeu bien sûr, à être dans la surface du gardien, c'est-à-dire que si vous voulez camper et commencer à vous faire griller des saucisses dans la surface de réparation, personne ne va venir vous dire quelque chose. Au basket, la raquette, on n'y reste pas autant qu'on veut. Pareil, on continuera ça dans les règles tout à l'heure, j'y reviendrai. Mais retenez bien que ces lignes ont une importance et que de la même manière que les autres lignes et de ce qu'on disait avant, elles n'appartiennent pas au terrain. Donc si vous touchez la ligne, vous êtes considéré dans la raquette. La ligne rose, donc la première flèche, pardon, la flèche qui est là, pas celle qui est au-dessus, celle qui est en horizontale, oui c'est ça. Elle indique donc la ligne des lancers francs. Quand il y a une faute et que les joueurs tirent des lancers francs, ils se mettent derrière cette ligne. Vous n'avez pas le droit de toucher la ligne des lancers francs, bien évidemment, quand vous tirez votre lancer. Vous devez être derrière. On va continuer un peu sur le terrain. Et on va aborder le panier. Alors, globalement, les 45 là, les dimensions de la planche, on s'en fout. Ça, c'est pas hyper important dans la compréhension de la base de ce qu'est le basket. Retenez que le panier est à 3,05 m. Pas distance, mais hauteur, pardon, choisie par le créateur du basket, Monsieur Nesmith, parce que ça permettait tout simplement de vraiment être un sport d'adresse. En fait, on va peut-être faire un petit peu d'histoire vite fait là. Le basket, globalement, il est créé parce que l'hiver, c'est relou de jouer au football américain, parce qu'il fait froid, les terrains sont dehors, et du coup, les joueurs sont plus susceptibles de se blesser, parce que les chocs sont moins facilement encaissés, et c'est compliqué. Du coup, il faut trouver une solution pour quand même les garder en forme. Il se dit, tiens, si je mets des paniers en haut, et que je fais un sport où il n'y a pas le droit au contact, et où par contre ça va courir, je vais faire en sorte qu'il y ait de la notion d'agilité et de maîtrise de balle qui rentre en jeu. Bam, 1892, ça donne le basket. Au début, les mecs sont si athlétiques que ils dunkent tout, du coup c'est chiant. Et lui, il veut pas trop... il n'a pas la dimension athlétique du jeu encore, donc il met le panier suffisamment haut pour que ce soit très compliqué. Voilà pour le panier à 3,05 m. Vous avez de l'autre côté là ce petit screen de 2K avec une flèche qui vous indique ce qu'on appelle la restricted area, l'aire restreinte en français. Tout simplement, cette zone dans la raquette est une zone où si un défenseur vient faire contact avec l'attaquant, il y aura faute. Tout le temps. C'est-à-dire que peu importe... si l'attaquant, donc c'est une notion qui va parler au plus de basketteurs, je vais essayer de faire simple, mais peu importe la manière dont l'attaquant peut venir en contact avec le défenseur, vous allez avoir une faute qui est sifflée. Vous ne devez pas avoir de contact, là vraiment tous les contacts sont restreints dans la restricted area. Yobat, Rafter Class, exactement. On essaye d'expliquer simplement les règles de notre magnifique sport. Et du coup, t'étais pas là, Bat. Mais sache que ça va être un stream de la galère. Là, déjà, je sais pas si ça se remarque. Mais là, je suis sur Canva. Hein. Je record l'écran Canva parce que c'est le bordel. Ça fait 3h30 que je prépare le truc. Là, j'ai commencé à liver. Mon ordi est en train de mourir. À tout moment, on crache avant la fin du live. N'hésite pas
dans les coms, lol. Non, dans le chat à dire si je dis des conneries ou à corriger ou à préciser. On continue un peu avec les notions de terrain. Au basket, je disais tout à l'heure, là vous avez au milieu la ligne médiane. Quand vous êtes en défense, donc là on va dire que vous défendez le panier côté A. Votre adversaire a tiré, il a raté ou il a marqué son panier, peu importe. Vous allez disposer de 8 secondes pour franchir la ligne médiane. Au basket, une possession, elle est définie par une limite de temps de 24 secondes. Dans ces 24 secondes, du coup, vous avez 8 secondes pour passer la ligne médiane. Si vous la passez en 6, en 5, en 4, en 3, très bien. Si vous la passez en 8 secondes, 1 dixième, vous avez perdu le ballon. Bon, personne ne vous sifflera le dixième, mais vous avez compris l'idée. Donc ces 8 secondes, une fois que vous avez passé la ligne médiane, vous ne pouvez plus revenir en arrière, et vous n'avez plus non plus le droit, ne serait-ce que de la toucher. Puisqu'on se souvient, les lignes n'appartiennent pas au terrain. Donc à partir du moment où on a passé la ligne, on ne s'approche plus de cette ligne. Vous pouvez reculer, mais vous ne la touchez surtout pas. De la même manière, dans les règles de temps qui régissent le jeu, on parlait de la raquette tout à l'heure, et je disais qu'elle avait une place particulière. En attaque, vous n'avez, et ça marche pour l'Europe et la NBA, pas le droit d'être plus de 3 secondes dans la raquette. Ça inclut donc pas le droit d'avoir plus de 3 secondes tout simplement le pied sur la ligne, puisque les lignes de la raquette n'appartiennent pas à la raquette. Enfin, oula, attendez, je suis en train de me perdre tout seul. Non, les lignes de la raquette n'appartiennent pas à la raquette, donc si vous êtes pied sur la ligne pendant plus de 3 secondes, et bah on vous sifflera les 3 secondes. Baptiste peut en parler. Je pense que des 3 secondes, il doit en avoir à peu près 80 milliards dans toute sa carrière de basketteur amateur. En tant que bon intérieur qu'il était, il aimait bien camper sous les cercles et oublier de ressortir. A savoir aussi... Oh non, ça va brouiller les débutants, donc on va garder ça simple. Autre règle de temps. Une fois que le ballon est sorti en touche, l'arbitre va le prendre, va vous le redonner, et vous allez avoir 5 secondes pour le remettre en jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'arbitre vous fait la passe et que le ballon est dans vos mains ou en contact avec votre entité corporelle, vous avez 5 secondes. Pendant ces 5 secondes, vous pouvez très bien changer de joueur, mais ça va peut-être un peu compliquer les choses. Donc on va rester sur le fait que quand l'arbitre vous fait la passe, vous avez 5 secondes pour la redonner à un joueur qui se trouve à l'intérieur du terrain. Vous avez légèrement le droit de vous déplacer sur la ligne, mais on va pas rentrer dans les détails parce que c'est plus compliqué qu'autre chose. On a un petit peu expliqué le terrain, le cours dirais-je. Et on va passer doucement aux règles un petit peu essentielles pour jouer et proposer du spectacle sur ce terrain. Alors, première des règles essentielles au basket. On va se remettre un petit fond avec le terrain. Voilà, il est tout beau. Vous savez quoi? Non, on va retourner sur la scène principale. Allez hop. Du coup, je disais, première règle essentielle au basket, la règle du marché. Tout simplement, au basket, vous n'avez pas le droit de faire plus de 2 pas. Par 2 pas, on entend quelque chose de très simple. Ma main va servir de terrain. Je suis un joueur à l'arrêt comme ça. Ça va pas marcher qu'un joueur à l'arrêt. Désolé. Je vous dis, c'est le stream de la galère. Je suis très nul en plus pour expliquer les règles. Je fais partie de ces ahuris qui ont compris les règles 2 ans après avoir commencé à jouer au sport. Donc on a le terrain. Vous avez votre dribble, vous êtes en train d'avancer. Vous allez décider d'arrêter votre dribble. Et bien à partir du moment où vous arrêtez votre dribble, vous avez le droit de faire 2 appuis encore. Donc c'est-à-dire que là moi j'arrive avec mon dribble, 1, 2, et là soit vous sautez pour faire un tir, un lay-up, peu importe, soit quand vous êtes au deuxième, vous pouvez vous arrêter, et du coup on va rentrer dans une deuxième spécificité
du basket qui s'appelle le pied de pivot. Tout simplement, le pied de pivot. Je me mets sur mon micro là, je reprends mon joueur qui est à l'arrêt. Mon joueur qui est à l'arrêt, il y a ses deux appuis, son pied gauche, son pied droit. Inversement pour vous du coup, son pied gauche et son pied droit. Si il décide de lever son pied droit, et bah son pied gauche devient son pied de pivot. Ça veut dire qu'il a le droit de tourner autour de son pied tant qu'il ne le décolle pas. S'il décolle, ça fera marcher. Parce qu'on considérera que il a levé son deuxième appui. Et du coup, de la même manière, ce que je disais avant, quand vous êtes en dribble, que vous arrêtez, vous allez poser 1, 2 appuis. Si vous décidez de ne pas sauter, vous devez garder le deuxième appui que vous avez posé ancré au sol. Si vous ne le faites pas, j'allais dire c'est la merde. Non, on va juste vous siffler marcher. Parce que on va considérer que vous trichez et on va considérer votre lever. En fait, comme vous allez le lever et que souvent, c'est pour ça que les sauts ne comptent pas, mais comme souvent vous allez avoir l'autre appui au sol, et ben l'autre appui au sol va être considéré comme le troisième appui et ça fera marcher. On parlait de dribble avant d'aller au marché. Quand vous dribblez, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec le ballon. Votre main doit rester dans l'hémisphère nord de la balle. Vous prenez un ballon de basket, là par exemple un ballon de basket a exactement la même forme que le rond central. Si on va repartir sur Canva et je vais illustrer ça. Hop, je suis sur Canva. Si là je décide, alors désolé ça va déconner fort. Comment je vais me débrouiller? J'aurais dû penser à ça. Hop, je vais demander à ce qu'ils me mettent une petite flèche. Parfait. Remets-moi une petite flèche. Vous voyez ça, au milieu là, c'est censé être mon ballon de basket. J'ai mis au milieu l'équateur, entre guillemets. Toute votre main a le droit d'être sur l'hémisphère nord. Vous avez le droit d'être à l'équateur, mais vous n'avez pas le droit de faire passer votre main en dessous de l'équateur. Ce qui veut donc dire que si vous passez la main en dessous, d'un point de vue réglementaire, vous commettez un porté de balle. Comme son nom l'indique, c'est le fait de porter la balle, c'est le fait de passer la main dans cet hémisphère sud, en dessous de cet équateur complètement. Vous n'avez pas aussi au basket le droit de reprendre votre dribble. Si vous dribblez, que vous vous arrêtez, vous avez perdu votre dribble. En théorie. Frérot, je suis là pour expliquer ça à des newbies. Ok, on va pas commencer à compliquer les choses, ahuri. Je disais, une fois que vous êtes arrêté, vous n'avez pas le droit de reprendre votre dribble. Sinon, vous effectuerez une reprise de dribble. Contrairement aux reprises de musique, les reprises de dribble, c'est relou. On continue dans les règles essentielles du basket. On avait abordé toutes les règles de temps avant. On va maintenant aborder la magnifique catégorie des fautes. Les fautes au basket. Tout un bordel. N'est-ce pas, Baptiste? C'est toujours sur le live, tu peux le dire hein, que c'est un bordel. Et comme je disais, là, on va pas commencer à expliquer les fautes de corps, les taper, les tenir, ce qu'il a touché la tête, etc. C'est chiant. Oui, c'est un bordel. On va faire très simple. Vous avez 3 catégories de fautes au basket. On va vite fait parler. Vous en avez 4 en vérité, mais on va laisser un petit peu la 4ème de côté. SO CP3 du coup, Baptiste. Les fautes personnelles, c'est toutes les fautes qui vont être commises tout simplement dans le jeu. Je vais prendre l'exemple de Baptiste. Baptiste est un joueur de basket en train de dribbler. Il va commencer son action, là il va avancer tranquillement sur le terrain. Et moi je vais vouloir lui prendre le ballon dans les mains. Sauf qu'au lieu de prendre le ballon dans les mains, je vais attraper le poignet de Baptiste. Et ben ça va être une faute. On va me la siffler parce que comme je disais au début sur le rapide point historique, c'est un sport sans contact. Vous n'avez pas le droit d'entrer en contact avec l'entité corporelle de votre adversaire. Exception, bien évidemment, au basket,
les bustes ont le droit de rentrer en contact. Vous allez essayer d'imaginer un cône qui partirait de vos épaules, qui irait jusqu'à vos hanches et qui ferait le tour de vous. Ça, c'est la partie de votre corps qui a le droit de rentrer en contact avec l'adversaire. C'est-à-dire que si Baptiste est toujours en train de dribbler et d'avancer, eh bien, je vais avoir le droit de venir mettre mon corps en contact. Je vais essayer d'aller sur mon écran où j'ai... Waouh, c'est magnifique, c'est beau la technologie. Où j'ai mis Google. On va aller sur YouTube. Tac, YouTube. On va chercher une petite vidéo de défense rapidement. Pour essayer d'illustrer mes termes. J'ai déjà perdu le ballon à ce moment-là, je dribble pas aussi longtemps moi. Oui, il fallait bien faire en sorte que le ballon soit pas dans tes mains. Hein. En tout cas, pour le bien de ton équipe. Alors, sachez que ça rame autant pour vous que pour moi. Qu'est-ce qu'on va mettre? Défense, porteur de balle. Hop. Est-ce qu'on va réussir à trouver un contenu un peu simple? Alors qu'on voit des magnifiques pubs pour Amazon. Comment défendre sur un porteur de balle? Je pense que ça peut être intéressant. Écoutez, si je me fais ban, il était dans le panier. Châteauroux. J'ai rien compris de ce que t'as raconté, mais c'est pas grave. Hop. On va essayer d'avoir... Regardez là. Alors attendez. Ouais, non. Pas du tout la belle illustration. Ça, c'est plus un contre qu'autre chose. Est-ce que je vais trouver... Regardez, bah, on va rester sur cette image. On va zoomer un peu dessus. Si j'arrive à zoomer dessus. Typiquement. Ah bah super, ça se lance. Ah m'emmerde, hein. Ouais, sur Go. Défenseur. Basket. Est-ce que ça va être plus simple comme ça? Est-ce qu'on va me trouver des images qui font plaisir? Regardez, parfait. Illustration nickel de ce que je disais. Vous avez donc le droit au basket d'être... Est-ce que si... Non, alors j'ai essayé de décaler ça, mais c'était une mauvaise idée. Donc je disais, vous avez le droit d'être en contact, que votre buste soit en contact avec l'adversaire. Sur l'image dessous, on voit bien que le défenseur prend appui un petit peu sur l'attaquant pour empêcher sa progression. Il n'y a pas de faute, parce que c'est ce fameux cylindre, ce fameux buste, qui est en contact avec lui. Voilà pour les fautes personnelles. Retenez que si vous tapez sur les bras, si votre main rentre en contact avec un bras, si votre bras rentre en contact... Votre bras rentre en contact avec un bras, si votre jambe rentre en contact avec un bras, peu importe, vous ferez faute. On vous sifflera faute parce que vous aurez outrepassé les autorisations de ce fameux cône. On va pas rentrer dans le détail des fautes de corps, etc. parce que c'est trop compliqué. Mais retenez juste, vous avez le droit de mettre votre buste, pas d'autres parties du corps. On va retourner sur notre petite scène principale. Pour parler de la deuxième catégorie de fautes au basket, les fautes techniques. Pareil, Baptiste dans le chat, habitué des fautes techniques, on a pris quelques-unes parce qu'il ne sait absolument pas fermer sa gueule. Non, je rigole. Je sais pas si j'en ai pris plus que toi, je pense que non, mais... Mais je me souviens t'en voir en prendre une ou deux, je crois. Les fautes techniques, ça va marcher un peu comme le système de carton jaune, carton rouge au football. Sauf que, contrairement au foot où vous allez prendre un carton jaune ou un carton rouge en fonction de l'intensité de l'action défensive que vous allez mettre et de la manière dont vous allez entrer en contact avec le joueur adverse, au basket, les fautes techniques, globalement, c'est quand tu parles trop. C'est-à-dire que si, je reprends Baptiste dans le chat, si je suis
un joueur et que Baptiste est l'arbitre. Ou inversement, Baptiste est le joueur et je suis l'arbitre. Le match se passe, et Baptiste, et à un moment, il n'est pas content parce qu'il trouve que j'arbitre mal. Et outre le fait qu'il ait raison que j'arbitre mal, il va commencer à me dire des mots doux. Il va me dire par exemple que ma maman travaille tard le soir. Et moi je vais pas apprécier qu'il me dise ça. Et du coup en tant qu'arbitre, je vais lui mettre une faute technique. On est d'accord? C'est ça, technique, temps mort, c'est ça, technique, c'est ça, ouais c'est ça. Donc je vais faire un T avec mes mains. Et je vais lui donner une faute technique. L'équivalent d'un carton jaune. La faute technique, elle va avoir pour conséquence de donner un lancer franc à l'équipe adverse. C'est l'inverse? Ah bah c'était l'inverse. Je suis une merguez, je comprends rien du tout à comment on parle. Je suis pas arbitre frérot. Mais du coup je disais, la faute technique, elle a pour conséquence donc de donner un lancer à l'équipe adverse. Et vous prenez un carton jaune. C'est-à-dire que si... Temps mort c'est juste un doigt. C'est-à-dire que si Baptiste n'est toujours pas content de... Tu vas prendre un time-out, Baptiste, hein. Et je disais, si Baptiste est toujours pas content de la manière dont j'arbitre, et que là, il me dit pas que ma maman travaille tard le soir, il me dit, j'apporte des précisions. Oui, mais qui... Là, le but, c'est pas d'avoir des précisions, c'est d'être global. Donc je disais, il va encore me dire des mots doux. Sauf que ces mots doux vont pas très trop me plaire. Et là, je vais lui remettre une faute technique. Donc je vais lui mettre un carton rouge, entre guillemets. Donc là, Baptiste, il va être invité à quitter le terrain. Et il va encore y avoir un lancer franc de réparation et possession pour l'équipe adverse. À la différence du foot, l'équipe ne va pas se retrouver à jouer à 4. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire rentrer un joueur pour remplacer Baptiste. Le joueur est exclu, mais l'équipe n'est pas handicapée. Au basket, les techniques peuvent être données du coup aux joueurs, mais elles peuvent être également données au coach. Et si on est dans un championnat départemental, ça peut être donné à d'autres personnes. C'est-à-dire que, pas une technique, mais on peut demander à ce qu'un mec sorte de la salle, et en vrai on n'a pas rentré ça un peu à une technique. Voilà pour la deuxième catégorie de fautes, donc les fautes techniques. Vont être inclus dedans, typiquement, si Baptiste est frustré et qu'il met une grande reprise de volée dans le ballon, faute technique. Si Baptiste et un autre joueur commencent à se dire des mots d'amour, faute technique. Si, sur une contre-attaque, moi je vais au panier, je suis tout content, je vais aller tirer comme ça, et Baptiste vient me faire un énorme câlin, qui s'apparenterait plus à un plaquage cathédrale qu'à réellement un câlin. Eh bien, là, on va rentrer dans la catégorie des fautes antisportives. Exactement. Ah, il est fort, hein. Eh, t'es bon, toi, hein. Les fautes antisportives, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fautes techniques. Ça compte comme une faute personnelle. Et d'ailleurs, les techniques comptent dans le compte des fautes personnelles. Au basket en Europe, vous avez le droit à 5 fautes personnelles. En NBA, 6. Mais du coup, l'antisportif, bah, c'est tout comportement antisportif. Ça va être une faute volontaire qui va mettre en danger l'intégrité physique d'autrui. Typiquement, on disait un plaquage, un coup de la corde à linge sont considérés comme des antisportives. Si c'est trop violent, ça rentrera dans la catégorie après, dont on va parler de la 4e catégorie. Les antisportives, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, un lancer franc. Et pareil, ballon à l'équipe qui a subi la faute du coup. Et faut savoir que un joueur ne peut par exemple pas prendre 2 fautes techniques et avoir une faute antisportive. Ou plutôt prendre une technique, une antisportive, puis reprendre une technique. Non, non, non. Hors faute personnelle, donc les fautes qui sont acceptables dans le jeu. Si vous prenez une technique, puis vous prenez une antisportive, ciao, ça dégage, c'est carton rouge. Pareil, en fait, finalement, les antisportifs, vous pouvez un peu voir ça comme un carton jaune.
2 antisportives, carton rouge, c'est dehors. Un carton jaune technique, un carton jaune antisportive, carton rouge, c'est dehors aussi. Si vous pétez complètement un boulon, et c'est la 4e catégorie, mais c'est la catégorie qu'on voit le moins, et heureusement, vous pétez un boulon, vous mettez une droite à votre adversaire, faute disqualifiante. Est-ce que j'ai besoin de préciser plus de choses que ça? C'est réparé de la même manière que les fautes antisportives et les fautes techniques, c'est-à-dire lancer et ballon à l'équipe qui a subi la faute. Le joueur est bien évidemment exclu, à la différence qu'une disqualifiante, une antisportive ou une technique, vous avez le droit de rester sur le banc. Une disqualifiante, on va vous demander d'aller dans le vestiaire, au moins de quitter le terrain. Et d'ailleurs, une technique... Ah, attendez, je suis en train de dire des conneries, mais 2 techniques... Tu quittes le terrain aussi, il me semble. Ouais, 2 fautes techniques, vous quittez le terrain. Bah oui, c'est un carton rouge, vous retournez au vestiaire. Je suis désolé pour cette approximation approximative. Mais du coup, ouais, voilà. 2 antisportifs. En gros, pareil, comme au foot, carton rouge, tu sors du terrain. Bon, les disqualifiantes peuvent être accordées, sont accordées principalement aux joueurs, mais pourraient être accordées aux coachs en théorie. Pour le coup, retenez juste qu'un coach peut prendre un carton rouge, comme au football, typiquement. Et un coach peut tout simplement sortir de la salle et ciao, bye bye. Maintenant qu'on a fait un peu un point des règles essentielles, je vais pas commencer à rentrer plus dans le détail, c'est des règles de base, déjà que je suis un petit peu confus. Ouais, disqualifiante c'est rouge direct, exactement. C'est effectivement, vous avez pas le droit de faire 2 disqualifiantes, t'as pas le droit de mettre 2 droites. T'en mettras qu'une seule droite. Les règles essentielles, c'est fait. Bat, dis-moi dans le chat si tu vois autre chose. Étonnant. Ah, ce serait dramatique si tu pouvais mettre plusieurs droites dans un match de basket. Du coup, je disais, maintenant qu'on a passé les règles essentielles, tu me dis, Bat, si toi t'en vois que j'ai raté, mais pour moi, pour un débutant, il n'y a pas besoin d'en connaître beaucoup plus. On va passer aux moves, et à ce qu'ils représentent et à ce qu'ils veulent dire. Et le premier move qu'on va voir, c'est le dunk. Le dunk, ou smash en français, c'est tout simplement la possibilité d'avoir des qualités athlétiques qui vous permettent de amener le ballon au-dessus de l'arceau en le gardant dans vos mains et de venir directement le déposer dans le cercle. En illustration, un dunk, c'est ça. Alors, c'est ce monsieur qui flex, mais un dunk, c'est ça globalement. Hop, alors là, il a fait ce qu'on appelle un 2 pieds 2 mains, mais voilà ce que c'est un dunk. Vous avez la capacité athlétique, smash si on est vieux seulement. Oui, c'est vrai. Si vous êtes George Eddy, vous avez le droit de dire smash. Mais du coup, voilà un dunk. La capacité athlétique de mettre le ballon au-dessus de l'arceau et de venir le déposer directement dans le cercle. Après le smash, vous allez avoir le lay-up. Vous êtes moins athlétique, mais vous allez chercher à faire un lay-up, c'est-à-dire à conclure votre action en dribble par un tir dans votre course pour récupérer 2 points. Le lay-up, en français, on va appeler ça tir en course ou double pas. Je vais pas faire la différence parce qu'effectivement, en fonction de la manière dont vous mettez votre main, voilà, ça va titiller. Retenez juste qu'un lay-up, un tir en course, un double pas, globalement, ça veut dire la même chose. Le lay-up, comme nous le montre ce joli chauve qu'on va revoir plusieurs fois dans ces vidéos, c'est tout simplement, alors là il vous explique comment le faire, c'est tout simplement voilà, cette action-là, de venir faire un tir en course, d'utiliser la planche, ou non, mais principalement on va l'utiliser, pour réussir un tir et récupérer 2 points. Voilà, tout simplement ce qu'est le lay-up ou double pas. On continue avec le crossover, aussi appelé changement de main si on est vieux et français. Ça va être le fait d'effectuer une action où le ballon va passer d'une main à l'autre, généralement, et c'est principalement utilisé en course et en mouvement. Vous pouvez le faire à l'arrêt, ça se fait à l'arrêt, ça permet de perdre son défenseur, mais on va pas rentrer dans les détails. On retrouve notre superbe chauve qui nous explique comment faire un crossover.
Vous avez globalement l'idée. Bon là c'est peut-être le crossover le plus mou de l'histoire. Mais voilà, petit à petit, on va être sur un geste qui va être de plus en plus rapide et qui va du coup être au registre des feintes et des moves disponibles pour perdre son défenseur et continuer à progresser. Voilà, petit à petit, voilà ce qu'on donne. Ça va de plus en plus bas, ça va de plus en plus vite. Voilà pour ce qui est du crossover. Le crossover, vous pouvez le faire devant vous. Vous pouvez le faire entre les jambes. C'est-à-dire que vous pouvez le faire sous une jambe, jambe gauche, jambe droite. Vous pouvez le faire passer de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous pouvez le faire aussi dans le dos. On va rentrer du coup dans les dribbles qu'on va appeler dans le dos, behind the back en anglais. Le behind the back, c'est un petit peu particulier. Parce que soit ça va se faire comme un crossover. Alors là, notre chauve préféré est encore en train de nous expliquer comment nous entraîner. Et voilà, soit on va avoir sous le format crossover, on va juste faire passer le ballon derrière. Soit vous allez avoir la possibilité de donner un arc de cercle à votre ballon pour qu'en fait le faire passer dans le dos mais le récupérer devant vous. J'ai pas pris de vidéo d'illustration, voilà, j'ai passé 3h30 pour faire un travail un peu merdique, je suis désolé. Mais voilà un petit peu pour le dribble dans le dos. Après le dribble dans le dos, vous allez avoir le speed move. En français, j'ai plus le nom qu'on utilise. Ça me ferait beaucoup rire qu'on appelle ça le move de la toupie. Cette fois-ci, on n'est pas avec notre chauve préféré. On est avec un entraîneur voilà, qui va expliquer comment on fait un spin move. Et là, on voit Kyrie Irving, l'un des maîtres du spin move. Mouvement de rotation. Le spin move, tout simplement, apparentable à une roulette au football, finalement, qui est un move qui vous permet de garder le dribble tout en passant votre défenseur, en effectuant une rotation autour de lui, en fait, en venant s'appuyer indirectement sur lui pour le passer. C'est au registre des feintes, c'est une feinte qui marche énormément. Voilà pour le speed move. On continue dans les moves du basket. Le bloc, le contre. Je pense que c'est assez parlant pour tout le monde. Mais j'ai vu cette vidéo et c'est une très belle crêpe. Alors on va se mettre cette très belle crêpe. Voilà l'exemple d'un contre. Alors c'est un contre en haute altitude. Tout simplement, un joueur va au panier et vous allez venir avec votre main toucher uniquement le ballon. Ce qui aura du coup pour conséquence de ne pas provoquer la faute. Et soit de récupérer le ballon, soit le ballon va sortir. Mais en tout cas, vous avez empêché le tir. Alors là, on a un contre sur une tentative de dunk. Vous pouvez avoir des contres sur des tentatives à 3 points. J'allais faire recherche et mettre quelques vidéos de contre sur des tentatives à 3 points. Mais j'ai un peu peur de me faire striker. Bon, même si personne, ça devrait aller. Mais on va quand même rester tempéré. Dernier move que j'ai pas montré. L'interception. Globalement, j'imagine que vous voyez ce que ça sous-entend. L'interception, tout simplement, voilà, un joueur est en dribble. Vous allez venir toucher seulement le ballon, récupérer le ballon. Et vous allez pouvoir aller de l'autre côté. Ou un joueur va faire une passe, vous allez intercepter la passe. Je trouve que c'est suffisamment parlant. Pas avoir besoin d'être illustré. Voilà un petit peu rapidement et très succinctement les règles et bases pour commencer à comprendre à peu près le basket. Comme ici on parle de NBA, j'ai décidé de faire un petit corner NBA pour expliquer un petit peu comment fonctionne cette magnifique ligue. Combien il y a d'équipes, comment sont-elles réparties, etc. T'inquiète pas, appelle-moi professeur, j'aime bien. On part du coup sur la NBA et on retourne sur Canva. Canva. Hop, il faut que je l'ouvre chez moi, vous l'avez eu avant moi. Et là, on retourne sur du PowerPoint de qualité qualitative. Désolé, alors je vais essayer peut-être de baisser ça pour qu'on voit mieux parce que visiblement, là ça déconne.
Est-ce que je vais décaler ma caméra, sinon je vais gêner le magnifique logo des Wizards. Alors, avant que Baptiste gueule, oui, le graphiste, oh, le salaud. Oui, les logos sont pas à jour. Est-ce que j'allais me faire à prendre des logos à jour? Non, il y a les bonnes équipes, c'est tout ce qui compte. La NBA, 30 équipes. C'est une ligue fermée. Contrairement aux ligues européennes et ce à quoi on est habitué nous Européens, pas de système de montée-descente et pas de système de classement au sein entière de la ligue. En fait, le classement... Oui, ça prend 5 minutes. Alors c'est très très drôle parce que Automode a vraiment pris ton tocard comme un message de harcèlement. Donc je vais le rejeter, Baptiste, parce que je suis un énorme rageux. Merde, non, ça a bloqué. Attends. Oui, j'ai compris, c'est mon chat, merci. Attends, comment je vais unblock la chose? Unblock. Ah bah écoutez, le terme a... Tant pis, on va essayer de... Attendez, je découvre Twitch en même temps finalement, c'est ça qui est fantastique. Hein. Add. Unblocked. Non, bon bah écoutez, tant pis. Je peux même pas t'insulter, on perd les traditions. On est poli dans ce chat, du trash talk, mais de la politesse. Je disais, les équipes, excusez-moi. 30 équipes au sein de la ligue. Pas de montée-descente, une ligue fermée. Une ligue qui est finalement une entreprise privée qui contient en son sein d'autres entreprises privées réparties en 2 conférences parce que les États-Unis c'est grand et qu'on va pas faire jouer Los Angeles contre New York tout le temps parce que avec 3 heures de décalage horaire et quasiment autant de temps en avion, ce serait relou. Donc on a décidé de faire 2 conférences. La conférence Est et la conférence Ouest. Dans la conférence Est, vous allez retrouver, on va démarrer en haut à gauche, les Toronto Raptors, seule équipe non américaine de NBA, donc bah située comme le titre l'indique dans la ville de Toronto, les New York Knicks, les Boston Celtics, les Philadelphia 76ers, les Brooklyn Nets, deuxième équipe de New York, pour l'instant. Oui, pour l'instant, Baptiste, j'ai dit qu'on faisait simple. On continue les Milwaukee Bucks, les Detroit Pistons, les Chicago Bulls, les Indiana Pacers, les Cleveland Cavaliers, les Washington Wizards, aka l'une des pires équipes de NBA, le Miami Heat, les Atlanta Hawks, le Orlando Magic et les Hornets. Pour être à l'aise avec le sens de défilement, j'ai vraiment fait de gauche à droite en descendant. Je vais faire la même chose pour la conférence Ouest où on va retrouver les Denver Nuggets, l'Oklahoma City Thunder, le Utah Jazz, les Minnesota Timberwolves, puis les Portland Trail Blazers, les Warriors de Golden State, les Los Angeles Lakers de Baptiste, c'est excellent ça, comme s'il était propriétaire, les Sacramento Kings, les Los Angeles Clippers, deuxième équipe de Los Angeles, les Phoenix Suns, et là, une grosse partie des équipes du Texas, les Dallas Mavericks, alors les Memphis Grizzlies, pas dans le Texas, mais les San Antonio Spurs dans le Texas, les Houston Rockets dans le Texas, et les Nouvelle-Orléans Pélicans. À savoir que oui, si vous prenez une carte des États-Unis, vous vous direz tiens, mais Memphis et la Nouvelle-Orléans, c'est quand même plus proche de la côte Est que de la côte Ouest. Oui, mais les Américains sont nuls en géographie. Oh, Titouan, comment il va, ce mec? On est là, on fait un petit stream de la galère pour essayer d'expliquer comment fonctionnent les règles et comment fonctionne la NBA un petit peu. Quand on vient de finir les équipes, on continue. Chaque équipe va avoir 82 matchs de saison régulière à jouer. Salut Judge Shred, ça va bien? Nickel, Titouan, si ça va bien. Je disais, chaque équipe NBA va avoir 82 matchs à jouer. À l'issue de ces 82 matchs, chaque équipe va être classée dans sa conférence. Je ne vais pas, pour l'instant, aborder le point du play-in. Je vais garder ça très simple parce que ça a quand même à visu des débutants.
Vous avez votre classement du coup à la fin des 82 matchs. Les 15 équipes de chaque conférence sont classées. Et là, on va arriver... Ouais, ça va très bien, merci Judge Shred. On va arriver au playoff. En fait, comme je disais, vous n'avez pas de championnat global, typiquement contrairement à la Ligue 1, à la Première Ligue ou dans les ligues de foot. Et souvent, les Pistons sont les derniers. Effectivement. Vous n'avez pas de vainqueur de championnat. Vous avez en fait un tournoi à la fin. Alors ceux qui sont familiers avec le basket français, ça marche pareil. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle les playoffs. Les playoffs, c'est tout simplement les 8 meilleurs classés de chaque conférence qui vont s'affronter. On garde pour l'instant chaque conférence de son côté, donc les 8 meilleurs de l'Est et les 8 meilleurs de l'Ouest. On va fonctionner comme il en suit. Le premier de la conférence va jouer le 8e de sa conférence, le deuxième le 7e, le troisième le 6e et le quatrième le 5e. Un premier tournoi à l'Est, un premier tournoi à l'Ouest, quart, demi, finale de conférence. Le vainqueur de chaque finale de conférence va avoir l'occasion d'aller disputer la finale NBA et donc de rencontrer le vainqueur de la conférence opposée pour se disputer le trophée de champion NBA. Voilà un petit peu, pour faire simple, sur comment se déroule une saison régulière. J'aborde le play-in et le in-season à la fin, mais je garde ça très simple pour l'instant. La NBA, c'est des stats. C'est des joueurs qui se battent pour des trophées. En parlant de trophées, ce que vous avez devant vous, ce sont les trophées aujourd'hui disponibles en play-off. Au milieu, le gros trophée, oui, au meilleur des 4, effectivement, enfin au meilleur des 7 du coup. Et que je ne l'ai pas précisé, en play-off, chaque équipe va disputer grand maximum 7 matchs. L'idée, c'est que la première équipe a 4 victoires, donc que ce soit 4-0, 4-1, 4-2, 4-3. La première équipe à 4 victoires passe au tour suivant. Ça n'a pas toujours été le cas, mais on va pas compliquer les choses. Je disais les trophées. Au milieu, vous allez avoir le Larry O'Brien Trophée. Coucou, Ikenjebou. Ah, mais c'est King Boo, c'est Hugo, non? Ouais, Hugo, comment tu vas, mec? Ça va bien, mon gars? Je disais donc... Ah, il y a du monde encore hein, aujourd'hui. On est 4, mais ça fait du monde. Tant mieux si ça va bien, mec. Je disais, chaque équipe se bat pour le trophée du milieu, le Larry O'Brien Trophy. En NBA, quand vous êtes vainqueur du Larry O'Brien Trophy, vous avez le droit d'afficher dans votre salle une bannière avec marqué tout simplement champion 2023-2024 par exemple pour les saisons, ou alors champion 2022-2023 pour les Denver Nuggets qui sont les champions en titre en NBA actuellement. Les joueurs, eux, vont recevoir des bagues. Je vous montrerai peut-être tout ça à la fin. C'est lui le plus beau. Toi aussi, t'es beau, Hugo. Je disais, les joueurs vont recevoir des bagues. C'est une tradition américaine. Chaque joueur a sa bague pour rappeler qu'il est champion. Les équipes ont du coup leur bannière. Et souvent, les équipes sportives, après, sont invitées à la Maison Blanche, comme la plupart des équipes sportives américaines, pour célébrer la chose avec le président, sauf quand c'était Trump. Donc le Larry O'Brien Trophy au milieu. À sa droite, le deuxième petit trophée tout doré, c'est le trophée de MVP des finales, qui sera décerné au meilleur joueur des finales. Dans 99,9% du temps, le meilleur joueur des finales, et souvent de l'équipe qui gagne, sauf la première fois où il a été créé, puisqu'il a été décerné au perdant Jerry West. Mais voilà, de manière générale, retenez que le meilleur joueur des finales dans l'équipe qui gagne ce trophée de MVP des finales. Vous avez du coup des trophées sur les côtés. Merci Baptiste pour ce point histoire. Très belle année en plus. Les trophées les plus aux extrémités. Ce sont les trophées de champion de conférence. Donc vous avez un trophée pour la conférence Est, un trophée pour la conférence Ouest.
Et vous avez désormais 2 petits nouveaux trophées qui sont des trophées pas à l'initiative mais à viser des joueurs, qui sont donc respectivement les Magic Johnson et Larry Bird Trophy. Si vous ne savez pas qui sont ces 2 personnes, je vous invite à attendre dimanche 15h, on en parle avec Baptiste dans Backdoor Pod. Mais du coup ce sont des trophées, voilà un peu le MVP pareil de ce tournoi de conférence à l'Est et à l'Ouest. Pour l'instant, la première fois que ça a été vu, c'était l'année dernière, il me semble. Ça a démarré il y a 2 ans? Non, ça a démarré l'année dernière, il me semble. Avec Jason Tatum et Nikola Jokic qui en ont hérité. Je crois, j'ai peur de dire. Ça a commencé il y a 2 ans? Ah, je crois que ça avait commencé l'année dernière, tu vois. N'hésite pas à dire si toi qui es un livre d'histoire, qui en a hérité. Mais du coup, voilà, pareil, même principe que pour le MVP des finales, le meilleur joueur de l'équipe qui gagne reçoit le trophée. Voilà les trophées pour lesquels les joueurs et les équipes se battent. Il y a 2 ans, c'était Curry et Tatum, on est d'accord, et l'année dernière, il me semble que c'était Jokic et Butler, ouais, c'est ça. Merci Baptiste pour ces précisions. Les trophées maintenant de saison régulière qui sont des trophées individuels. Je ne veux aucun commentaire sur le fait que ce soit éclaté d'ailleurs. Hein. Les trophées, etc., c'est super moche. Enfin, pas c'est super moche, mais le MVP, ma typo et l'orange, c'est moche. J'ai fait ça vite fait. Le MVP, vous avez... Alors, pas de panique, c'est bien le même trophée. C'est juste qu'il a été actualisé très récemment. Je crois que ça fait 3 ans, donc ça date, oui, des 75 ans. Ça doit faire 2 ou 3 ans qu'il a changé. Le trophée de MVP, Most Valuable Player, est décerné au meilleur joueur de la saison régulière. Alors à l'ancienne, c'était Jerry West, Monsieur Logo, qui était représenté. Vraiment pas. Ça fait pas 3 ans qu'il a changé? C'était l'année dernière? Oui, mais je veux dire, Jokic avait pas eu un des trophées différents déjà? Eh ben c'était certainement l'année dernière. Heureusement que Baptiste est là pour corriger l'histoire de la NBA. Ça prouve à quel point je ne suis pas sérieux. Le MVP, donc, meilleur joueur de la saison régulière. Tout simplement, bah voilà, on prend le joueur qui a certainement les meilleures stats, souvent l'un des meilleurs bilans de NBA, ou alors, sinon, qui a fait un record. Et bah voilà, on lui décerne son trophée en disant bravo frérot, t'es le meilleur. L'année dernière, le MVP était Joel Embiid. Dans la continuité des trophées individuels, nous avons le Rookie of the Year. Un rookie, c'est un débutant en NBA. C'est votre première année en NBA, vous êtes un rookie. Trophée qui d'ailleurs a été pareil actualisé récemment. J'ai pas mis l'ancien parce que c'était juste une bête plaque en verre avec marqué NBA sur un socle en bois. Je trouve celui-là très très beau honnêtement. Et donc le Rookie of the Year, là le bilan va beaucoup moins jouer. On va beaucoup plus parler de stats et d'impact sur le terrain, impact visuel, impact dans son équipe. Mais tout simplement le meilleur débutant de l'année. Cette année on espère le français Victor Wembanyama. L'année dernière le Rookie of the Year c'était monsieur Paolo Banchero du Orlando Magic. Et puis voilà pour le Rookie of the Year, pas grand chose de plus à dire. On continue, et j'ai mis une photo cocorico de notre défenseur de l'année, ministre de la Défense, Monsieur Rudy Gobert, pour illustrer le Defensive Player of the Year. C'est dans le titre, meilleur défenseur de l'année. Tout simplement, les votants vont choisir qui ils estiment est le joueur avec le plus d'impact défensif dans la ligue. Bien évidemment, c'est du basket américain et c'est les États-Unis, donc on prend en compte les stats. Mais globalement, un titre qui fait souvent débat, mais très important. Si le MVP est quand même beaucoup plus à portée offensive, le Defensive Player of the Year, je trouve, est tout aussi important dans la carrière d'un joueur. C'est-à-dire que être Defensive Player of the Year, en vrai, c'est quelque chose. Genre, vous pesez salement quand même en NBA. Même si on prend que l'aspect défensif,
Généralement, vous avez beaucoup d'impact dans votre équipe et vous êtes pour beaucoup dans les résultats de votre équipe. Contrairement au Rookie of the Year, là, souvent les résultats vont compter. On enchaîne avec le Most Improved Player, meilleure progression de l'année. Pareil, je crois que comme pour le Defensive Player of the Year, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais les trophées ont changé. Je me suis pas trop pris la tête avec les photos, j'avoue. La meilleure progression de l'année, c'est dans le titre. Vous étiez un joueur un petit peu inconnu de NBA et là, vous avez passé un cap. On vous a vu, on vous a remarqué, on a parlé de vous. Eh bien, vous êtes éligible à la meilleure progression de l'année. Tout simplement, c'est dans le titre, je ne vais pas faire beaucoup plus compliqué. Les résultats de l'équipe vont compter, ça dépend un peu, en vrai, on va pas se mentir. Ça dépend aussi d'à quel point vous avez passé un gap. Bien évidemment, s'il y a des résultats qui suivent, ça vous aidera à avoir des votes. Mais globalement, c'est surtout de la statistique personnelle. Le Six Man of the Year, trophée de 6ème année, pareil, qui je trouve est magnifique désormais. Récompense le meilleur sub, qui est le super sub finalement. Monsieur John Havlicek a donné son nom au trophée. D'ailleurs, j'ai pas donné le nom des autres trophées, mais tant pis. Le 6ème homme de l'année, tout simplement le remplaçant qui fait le plus du bien à l'équipe. Vous avez des critères d'éligibilité. Alors, il y en a désormais pour les autres trophées. Je vais essentiellement pas en parler parce que pareil, c'est complexe. Pour le Six Man of the Year, il faut majoritairement avoir été remplaçant. Et voilà, vous êtes un bon sub qui fait plaisir, qui permet à l'équipe de s'en sortir. Votre rentrée sur le terrain se voit et se ressent. Vous êtes éligible au Six Man of the Year. Et là aussi, les résultats, excusez-moi, vont compter. Les joueurs ont des trophées, mais le coach aussi a un trophée, le trophée de Coach of the Year. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des premières fois en faisant des recherches que j'ai vu ce trophée. Tout simplement, vous êtes souvent le meilleur coach de NBA. Très souvent, votre équipe a si ce n'est l'un des 4 meilleurs bilans de la ligue. On a senti que vous aviez une poigne sur votre équipe. Eh bien, vous êtes éligible au Coach of the Year. Voilà un petit peu pour la NBA, très rapidement. Son mode de fonctionnement, ses trophées. Son univers impitoyable. Je vais juste faire une petite parenthèse sans vraiment l'illustrer sur le play-in et sur le in-season. Ce sont des choses qui ont été rajoutées par la NBA sur ces dernières années. Le play-in est arrivé en 2020. Le in-season tournament, on est dans la première année. Le play-in, tout simplement, je vous disais tout à l'heure que c'était les 8 premiers de chaque conférence qui étaient en play-off. Eh bien, la NBA s'est dit, tiens, ce serait marrant de rajouter un peu de somme à ça sur les dernières places. Du coup, viens, on fait un truc. En fait, si tu veux être sûr d'être en play-off, faut être numéro 6 ou mieux. Et en fait, de 7 à 10, eh ben, ils vont faire un tournoi entre eux. Et comme ça, en fait, ça va faire des matchs en plus. Ça va faire des matchs en jeu. Et on va vendre des tickets et du merch. Du coup, le play-in, l'équipe numéro 7 et l'équipe numéro 8 vont avoir des matchs à jouer contre respectivement l'équipe numéro 10 et l'équipe numéro 9. Donc 7 contre 10, 8 contre 9. L'équipe numéro 7 donc, va jouer en première contre l'équipe numéro 10. Si l'équipe numéro 7 l'emporte, elle est qualifiée. Elle sera 7ème. Si l'équipe numéro 10 l'emporte, elle est qualifiée en 7, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Non, attendez. Je dis n'importe quoi. Est-ce que je dis n'importe... Ah oui, non, je dis n'importe quoi. Attendez, je dis n'importe quoi du tout. Pas du tout, oui, je me suis perdu. Pas du tout. Je reprends. L'équipe numéro 7 va jouer l'équipe numéro 8 et l'équipe numéro 9 va jouer l'équipe numéro 10. Je me suis perdu. 7 et 8 vont s'affronter. Le vainqueur de ce match récupère la 7ème place. Le perdant n'est pas éliminé. Le perdant
va avoir un match de rattrapage. De l'autre côté, l'équipe numéro 9 va jouer l'équipe numéro 10. 10, pardon, pas numéro 10. Numéro 10. Le perdant, t'es en vacances. Le numéro 9, tu vas avoir le droit de jouer... Enfin, le numéro 9. Le vainqueur, tu vas avoir le droit de jouer un match contre l'équipe perdante de numéro 7 contre numéro 8. À l'issue de ce match, le vainqueur va récupérer la 8ème place. Ce qui permettra du coup d'avoir le classement des 8 en playoff. Et après, on revient sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire premier contre 8ème, deuxième, 7ème, etc. La NBA a notamment créé ça parce que on avait eu ce phénomène surtout à l'ouest, il me semble, où on avait des numéros 9 et des numéros 10 de conférence qui étaient genre à un match et demi, et ça jouait pas grand-chose. Et ils se sont dit, tiens, on adore l'argent, si on capitalisait pas dessus. Voilà pour le play-in. On va aborder du coup vite fait le in-season tournament. C'est un peu une galère, donc c'est pas grave si vous comprenez pas. Le in-season tournament, c'est la NBA qui s'est dit, tiens, comment on fait plus d'argent? Bizarrement, ils ont eu la même réflexion que pour le play-in. Et ils se sont dit, tiens, en Europe, la Champions League, c'est vachement populaire. Alors c'est un autre sport, mais c'est vachement populaire. Et du coup, ils se sont dit comment on fait ça sans augmenter les matchs, parce que ça fait quelques années quand même que ça gueule, parce qu'il y a trop de matchs. Et du coup, si on commence à leur ajouter des matchs, ils vont encore gueuler. Du coup, la NBA s'est dit, bah en fait, on va faire un truc très simple. On va faire un tournoi avec des phases de poule. Sauf que ces phases de poule, elles vont compter et pour la saison régulière et pour le tournoi. Vous allez donc avoir chaque conférence qui va se retrouver divisée en 3 poules de 5 équipes. Les poules sont définies par les résultats de la saison précédente, ce qui va nous permettre d'avoir un certain mix. Donc vous allez avoir 3 poules à l'est, 3 poules à l'ouest. Ces poules, les équipes vont s'affronter lors de matchs qui comptent pour la saison régulière et pour le play-in. La seule différence qu'on a vraiment, c'est le fait qu'il y a des terrains spéciaux pour le play-in. Les équipes ont des parquets un peu nouveaux, un peu cool, un peu colorés. C'est éclaté, on va pas se mentir. Merci Dark Pandada d'avoir suivi, tu régales. Je disais, donc les équipes vont avoir des matchs à jouer dans leur poule. 4 matchs à jouer pour chaque équipe. À l'issue de ça, un classement. Le premier de chaque poule va être qualifié pour les matchs à élimination directe. Mais du coup, il nous manque 2 équipes. Comment on fait? Eh ben, on prend le meilleur deuxième des 3 poules. Ce meilleur deuxième, du coup, est considéré comme Chocho Monzinc. Hey, comment ça va? Alors, Monzinc, j'ai plein de cousins, donc j'ai du mal à savoir lequel t'es. Mais bienvenue, merci d'être là, tu fais kiffer. Je disais... SLP. Ah. Alors, je pense que tu disais pas... Il a considéré SLP pour salope et pas pour Saint-Lambert, poterie. Ah, Max? Si c'est bien Max, hein, si je suis pas con. Mais... Ça va, mon gars? Je disais du coup, les rounds à élimination directe. Donc, le premier de chaque poule, le meilleur deuxième qui sert de wildcard. On arrive du coup sur un format de quart de finale. Les quarts de finale comptent toujours pour la saison régulière, donc pas de lieu particulier ni rien. Ça va être ajouté au calendrier des équipes, c'est prévu par la NBA. Et du coup, voilà, les équipes vont se rencontrer. Encore un match qui compte et pour la saison régulière et pour... Merci Paxam. Est-ce que c'est bien le Sam que je pense ou pas? En tout cas, merci. Je disais donc un match qui compte pour la saison régulière et pour le play-in. On a du coup un round d'élimination directe. Donc si vous perdez ce match, vous sortez d'une season. Et on arrive sur les demi-finales et la finale. Et aux États-Unis, il y a le concept de Final Four. C'est-à-dire, et je vais prendre l'exemple de la NCAA, c'est le fait de jouer les demi-finales et la finale d'un championnat dans un environnement particulier avec une gestion médiatique particulière pour générer une forte hype.
Là, en l'occurrence, le Incident Tournament jouera son Final Four à Las Vegas. Donc à ce moment-là, les 4 équipes qui jouent le Final Four vont être envoyées à Las Vegas. Elles vont jouer les demi-finales à Las Vegas. Le match, cependant, comptera toujours pour la saison régulière. Et à l'issue de ça, on aura une finale qui, elle, ne compte pas pour la saison régulière, qui est une finale à part, du coup, qui est à Las Vegas aussi. Le In-Season Tournament se déroule sur les 2 premiers mois et demi de NBA. Il commence dès la seconde semaine de NBA et se déroule à peu près jusqu'à la mi-décembre. Et ça permet à la NBA d'animer ce petit temps mort qu'on avait au début de saison. Parce que dans le déroulé, souvent le début de saison c'était un peu moins suivi. Surtout que là-bas aux États-Unis ils sont en concurrence avec la NFL et eux, la NFL arrive sur la fin de saison. Et après, généralement, la NBA reprenait ses droits, il y avait le All-Star Game, on se rapprochait des playoffs en avril, etc. Voilà un peu pour le fonctionnement de cette ligue, tout simplement, et les règles de base du basket. J'espère que j'ai été clair, et que surtout, j'ai été le plus compréhensible possible dans ce stream de la galère, hein, on le rappelle. Hein. Depuis tout à l'heure, vous êtes sur Canva. J'ai l'impression que ça s'est pas trop vu. Et je suis pas mécontent. Mais c'était quand même le stream de la galère. Ah, regardez juste le fait de revenir, le temps que ça met à s'afficher, mon ordi est en PLS. Il n'y avait pas de match cette nuit en NBA. Donc on ne va pas react ou commenter. C'était un live un peu plus court. J'aurais bien tenté d'aller regarder la vidéo promotionnelle du In-Season Tournament parce qu'elle est très très cool. Mais à tout moment, on prend un ban de la seigneurie. Hein. Alors que mon fond vert se barre. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon fond vert ? Baptiste, si t'es toujours dans le chat, ou peu importe ceux qui sont dans le chat, est-ce que vous pensez qu'on va m'attraper par le callback si je montre une vidéo promotionnelle pour un événement ? Parce que c'est pas très fun de se faire attraper par le callback. Surtout par la NBA. Désolé, on voit mon gros dessous de menton dégueulasse. Personne n'a envie de répondre. C'est pas grave. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un live un peu plus court, mais pas de match cette nuit. On va se retrouver dès lundi. Et puis kiffez bien. Passez tous une bonne après-midi. On se retrouve lundi pour d'autres aventures et d'autres reacts. Des matchs européennes ce soir. Le premier à 20h30. Déjà fini. Bah ouais, ça fait 1 heure en fait que je parle de basket. Mais du coup, il n'y avait pas de match à react. Après, on peut rester en live. Hein. Franchement, ça me dérange pas. Je vais regarder déjà les petits matchs qu'on a ce soir. Qu'est-ce qu'on a ce soir Parce qu'en plus, Max, je fais pas de gaming. Donc c'est assez dur d'animer un live où il n'y a pas grand chose en fond. Et c'est assez vite chiant sur vous pour vous. Ce soir, vous avez un petit Celtics Magic à 20h30. Très sympa, je pense que pour ceux Combine Sport, ça va le diffuser. 20h30, il n'y a pas d'excuse pour pas le mater. Les Celtics, meilleure équipe de la NBA sur ce début de saison. Ça fait beaucoup kiffer. Il y a moyen d'apprécier fortement. 23h, Suns Grizzlies. Bon voilà. Hein. Les Grizzlies, l'une des pires équipes cette saison de la NBA. Les pronos pour des paris Celtics Magic. Le match est dans l'après-midi. C'est dur à pronostiquer. Franchement, je saurais pas trop. Suns Grizzlies, à mon avis, la cote va pas être intéressante, mais tu peux parier Suns. Parce que bon, les Grizzlies, c'est très compliqué. À moins qu'il y ait des blessés côté Suns, on va aller regarder ça tout de suite. C'est complexe. Bulls Raptors,
Match très compliqué à pronostiquer, 2 équipes un petit peu dans le même range. Et un Heat Knicks. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peuvent être intéressants? Qu'est-ce qui peut être pariable sans trop prendre de risques éventuellement? Le truc, c'est qu'il y a du match serré et on est sur ce début de saison. Les équipes se tiennent plutôt pas mal la bourre. J'attends tes pronoms privés. Vas-y, j'essaierai de te faire ça si tu veux. Mais je te garantis rien. Tiens, ça me fait penser. Je pense à ça. On va aller regarder vite fait. Je vais aller faire un tour sur Twitter. Je vous aurais bien affiché mon Twitter. Mais j'ai toujours peur de ce qui peut pop dessus. Parce que je voulais qu'on parle vite fait de ce qui s'est passé, là, de ce qui est tombé hier, la news avec Josh Giddey. Est-ce que il y en a qui voient de quoi je parle dans le chat ou pas du tout? Dark Pandada. Bah oui, j'imagine bien que tu vois pas ce qui se passe. Bat, si t'es dans le chat, est-ce que tu vois ce qui s'est passé ou pas? Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres Judge Thread? Je sais pas si t'es dans le chat encore. Ou Titouan, est-ce qu'il y en a qui ont entendu vite fait parler de ça? Pour résumer globalement, parce que les informations sont encore un peu plus floues, Josh Giddey aurait eu une relation... Moi non. T'en as pas entendu parler? Josh Giddey aurait eu une relation sexuelle avec une mineure. Josh Giddey, joueur de l'Oklahoma City Thunder, joueur éminemment important en plus de l'Oklahoma City Thunder. Max, tu vas te faire time out si tu dis ça. Pas de ça dans mon chat. Mais du coup, il aurait eu une relation sexuelle avec une mineure, pardon. Le truc, c'est que apparemment, pour l'instant, il y aurait une certaine difficulté à définir quand ça a eu lieu et quel était l'âge des deux protagonistes, parce qu'on a peu entendu tout et son contraire. Alors, c'est les mots. Elle travaillait dans des mines. Oui, elle travaillait dans des mines, oui. Bon, très beau. J'aime beaucoup ton emote qui résume un peu bien la situation. Mais en gros, ouais. On ne sait pas trop. Est-ce que... parce qu'il faut savoir que du coup, Josh Giddey a été majeur aux États-Unis il y a seulement 1 mois. Et de ce que je voyais, la question se posait de savoir quand même si ça datait de maintenant ou si ça datait du mois dernier. Et surtout, quel était l'âge de la fille en question. Parce qu'on a vu passer le fait que ça aurait été une relation entre quelqu'un de 21 et quelqu'un de 16, mais on a aussi vu passer entre 19 et 14. Donc c'est un peu flou. On attend un petit peu que la NBA, que le Thunder et globalement que les informations un peu sortent, qu'on en sache un peu plus. Là, je regarde vite fait sur Twitter si je vois des choses par rapport à ça, mais je ne vois pas grand-chose pour l'instant, hormis ce que je vous ai déjà dit. En vrai, c'est complexe, hein. C'est une question très complexe, surtout que... pour ceux qui le savent, là récemment, Miles Bridges a été réintégré dans l'effectif des Hornets. Miles Bridges, on va être clair, hein, c'est une énorme merde, il n'y a pas d'autre terme. Il a, pareil pour contextualiser un petit peu, frappé sa femme devant ses enfants. Ce qui a du coup donné lieu à son arrestation. Il est passé en jugement, il avait une ordonnance d'éloignement qu'il a juste avant la reprise de la saison, ou au moment où la saison déjà avait repris, en tout cas ça a 1 mois à peine, qu'il a pas respecté, puisqu'il a tout simplement éclaté le pare-brise de sa compagne avec une boule de billard alors que ses enfants étaient dans la voiture. Donc des actions très très graves. Des actions sur lesquelles la NBA ne s'est absolument pas exprimée et c'est honteux. On va pas se mentir, Charles Barkley a fait beaucoup de bien en exposant... Salut Mastakouyas. Ça t'arrive, on parle d'un sujet pas très fun, hein. Comment je disais, la NBA... je viens de me réveiller comme quelqu'un. C'est pas grave, mec. La NBA du coup n'a pas réagi. Pour recontextualiser, Charles Barkley a clairement
dès le début, avant la première rencontre, donc avant le Denver Lakers, a dit Adam Silver juste avant la pause commerciale, je sais qu'on est censé partir en pause, mais moi je veux poser une question qui n'était pas prévue. On a aujourd'hui des cas de joueurs qui frappent leurs femmes. Comment la NBA se positionne par rapport à ça? Et Miles Bridges, du coup, c'est un joueur, si tu veux aller taper, c'est un joueur des Charlotte Hornets. Adam Silver, c'est le commissionneur de la NBA. Et Charles Barkley, c'est un... Ah, Mastakouias. Mastakouias, c'est Paul, un pote de... Mon pote, je sais pas si tu te souviens, où j'allais chez lui qui habitait sur une péniche. Et du coup, oui, il a... Ça va être drôle parce que du coup, oui, il a un pseudo qui a une référence à Tempo alors qu'il a jamais foutu les pieds à Tempo. Mais... une toux, oui, une péniche, une toux. Il y a que toi qui connais le terme. On parlait d'un sujet sérieux. Donc je disais, Adam Silver, c'est globalement emmêler les pinceaux quand Charles Barkley lui a posé la question. Il a clairement fait de la langue de bois et botté en touche, ce qui fait pas du tout plaisir parce que c'est un sujet grave. Miles Bridges du coup a réintégré après parce que la NBA avait pris des mesures, c'est-à-dire qu'ils avaient suspendu Miles Bridges je crois pour 30 matchs. À titre de comparaison, Ja Morant a pris 25 matchs pour avoir montré un gun en live Instagram. Même si c'est honteux et qu'il y a des jeunes et que c'est pas une bonne image, il a fait quelque chose qui est légal aux États-Unis. À moins que je me trompe, frapper sur sa femme et ne pas respecter son ordonnance d'éloignement, c'est pas légal aux États-Unis. Donc seulement 5 matchs de plus, c'est très très compliqué. La NBA a globalement un très lourd passé avec ça. Excusez-moi. Donc voilà, un peu Miles Bridges à réintégrer. Franchement, c'est une honte. On va pas se mentir, il devrait pas pouvoir foutre un pied. Parce que là, on parle d'un mec qui est payé littéralement. Je crois qu'en plus, il avait signé son extension. Je crois qu'on parle d'un mec qui prend 15 millions quasiment à la saison. Je vais regarder ça tout de suite, le contrat de Miles Bridges. Miles Bridges, contrat NBA. Tac. C'est ça. Alors, pas 15 millions, pardon. J'étais un petit peu au-dessus. Il va quand même prendre 8 millions cette saison. C'est pas rien. Pour un mec qui frappe sa femme, c'est honteux. Mais voilà, il a réintégré. On avait vu en début de saison ce qui s'était passé avec Kevin Porter Jr., qui pareil avait été accusé par sa compagne de lui avoir brisé le cou, de l'avoir violenté, une joueuse en plus de WNBA. Bon, l'affaire a l'air d'être beaucoup plus compliquée que simplement de la violence, puisqu'il paraît qu'il pourrait y avoir des mensonges du côté de la partie féminine. Pas eu beaucoup d'informations, donc on va pas s'étendre dessus. Et oui, la NBA a une histoire compliquée. Kristaps Porzingis, qui joue actuellement aux Celtics, a des affaires de viol dans un hôtel à New York. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette grosse merde de Karl Malone, qui est une des légendes de la NBA dans le jeu, mais qui hors du terrain est une énorme merde. On parle d'un homme qui, quand il avait 40 ans, a mis enceinte une mineure de 16 ans. Donc voilà, la NBA a un lourd passif. En plus, la NBA qui a récemment commencé à remettre un peu sur le devant Karl Malone. Donc ça file un peu la gerbe. Mais c'est compliqué, globalement, toutes ces questions en NBA. Et là, la situation de Giddey, elle montre que c'est encore plus compliqué. On attend de voir ce qui va se faire. C'est des bandits dans la NBA. Non mais... Oui, il y a beaucoup de gros tocards en NBA, franchement, faut pas oublier que c'est une balle gratuite, mais ça reste des Américains. Ils sont pas toujours très intelligents sur tout, et ils le sont même rarement intelligents. Donc c'est complexe, c'est un sujet complexe. On a d'ailleurs vu, ça donne la gerbe, Mikhail Kuzma qui soutient Miles Bridges. Donc au passage, va te faire enculer, Kuzma. Et voilà un petit peu pour les points. Je sais pas si j'oublie d'autres affaires. On a eu des... En fait, c'est ça qui est fou, c'est que le problème, c'est que là, la NBA est en train de montrer que elle punit aussi sévèrement
des actes certes répréhensibles, mais d'une toute autre nature que des actes honteux et qui donnent la gerbe, comme frapper sa femme. Les violences faites aux femmes, c'est une grosse question, et c'est pour ça que Charles Barkley avait posé la question en antenne nationale avant l'un des matchs les plus regardés. On verra ce que la NBA décide de faire, mais on espère qu'elle va prendre des mesures drastiques, parce que vaut mieux se séparer de certains joueurs et ne plus les voir en NBA que de laisser ça dans cette ligue et de transmettre ce message-là. Je continue, attendez, de regarder vite fait sur Guidi en 2-3 points. Est-ce qu'on a plus d'informations? On n'a pas plus d'infos intéressantes pour l'instant, j'ai l'impression. C'est pas super fou ce qui se passe, mais on n'a pas beaucoup d'infos, donc on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Est-ce qu'on part sur un sujet un peu moins glauque et qui fait un peu moins mal au ventre? Peut-être. Continue de regarder s'il n'y a pas sur ce genre de compte, genre Trash Talk n'a rien repartagé ou quoi. Donc bah tant pis. On va passer sur d'autres sujets. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors hier il y avait personne. Les Américains, pourquoi sont-ils si cons? Peut-être parce que quand on les a colonisés, on a envoyé nos prisonniers et nos putes pour peupler le pays. Parenthèse fermée. Je voulais parler du coup, parce qu'hier soir j'en ai parlé vite fait, Tyrese Haliburton, qui est le premier joueur de l'histoire de la NBA à être en 50, 40, 90 et à avoir plus de 10 passes de moyenne. Et voilà, c'était le seul truc dont je voulais parler. Et honnêtement, j'ai pas préparé grand chose d'autre. Il y avait pas de match. On a fait un peu le tour des infos que j'ai vues. Qu'est-ce qu'on peut se dire de plus? Est-ce qu'on a des infos sur ce compte-là, sur l'affaire Guidi? Non, je n'ai pas l'impression. Ouais, pour l'instant, on reste encore au stade de supposition, mais c'est très très troublant. Leak. Eh bah, qu'est-ce que tu veux, hein? Ça va bien, c'est la merde, c'est les réseaux. Et c'est des mecs qui font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? J'ai pas encore toutes les possibilités. Parce que j'aurais bien été, sinon on aurait pu aller react l'une des... Genre, ça aurait été intéressant de react une des vidéos de Trash Talk, tiens, pourquoi pas. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose. À partir de vidéo illustration. Paul, t'aurais été fier de moi. Bon, j'ai galéré, mais j'ai réussi à mettre du contenu pour illustrer mes propos. Paul, d'ailleurs, qui est modo, hein. Faites attention tous à vous, hein. J'ai donné l'épée du pouvoir à Paul. Et faites attention, il peut être très sévère. D'autres personnes vont avoir l'épée du pouvoir au fur et à mesure, on verra. Qu'est-ce qu'on peut se react? Mais le truc, c'est que je sais pas si je vais réussir à faire en sorte que vous ayez le son. J'aurais bien aimé en fait react la question du clubisme. Ça aurait pu être pas mal. Je pense qu'on va faire ça. On va se react soit la question du clubisme, soit Zach LaVine. Je sais pas trop. Qu'est-ce que ça tenterait les gens dans le chat? Qu'est-ce qui vous tenterait éventuellement de react? Plus particulièrement. Je pense que ça va mettre mon ordi dans une souffrance. Mais tant pis. On fait ça pour le panache. Et pour ceux qui sont habitués de la NBA, le Trash Talkers, du coup, a frappé force. Hein.
Parce que Josh Giddey est un joueur du Oklahoma City Thunder. Et là, hein, d'habitude, le Curse, c'est des jeux équipes perdent. Hein. Le Curse, il est bizarre. Hein. Il fait... Vous pouvez avoir un Curse un peu moins Curse, ça ferait plaisir. Personne ne se dénonce. Je pense qu'on va faire Zach LaVine parce que je l'ai pas regardé. Donc on va aller se react ça. Est-ce que... Comment... Alors désolé pour la pub. C'est super, tu nous intéresses pas trop. Je voudrais surtout savoir... Alors c'est peut-être très fort, désolé. Dites-moi si vous entendez quelque chose ou pas. Est-ce que ça... Est-ce que le son... Alors oui, là il a été coupé. Est-ce que le son, on n'entend rien? Fuck. Et je sais pas comment régler ça. Et bah, je sens que ça va être un peu... dans le cul Lulu. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir rapidement? Pas de son, pas de son, pas de son. Le truc c'est que capture de l'entrée audio. Check tes pistes. Bah, le truc c'est que web, mais je sais pas quelle piste créer en fait pour avoir en plus le son du truc. On va essayer de faire ça comme ça. Ah mais non, microphone intégré, dispositif USB, ça va pas marcher. Carte de capture, non, je pense que je risque de l'avoir dans le HUC. Dans source. Ouais, je me doute dans source, mais en fait, justement, j'essaie de trouver quelle source c'est exactement. Pour avoir le son en même temps. Parce que ça pourrait être intéressant qu'on se réacte ça en vrai. Browser, t'as pas? Bah, j'ai déjà un truc browser en soi. Mais parce que là, typiquement, si vous le voyez, c'est depuis... depuis comment l'écran browser. Mais vous avez pas le son visiblement. Donc c'est pas très ouf. Je vais essayer d'ailleurs de régler ça pour que la vidéo soit en plus grand écran. Mais ça n'a pas l'air de trop vouloir le faire. La caméra va faire chier. Désolé, encore une fois, c'est un peu la galère. Mais on apprend au fur et à mesure et on apprend ensemble. Tac. Ah, arrête de bouger dans tous les sens. Je suis désolé, ça va vous filer la gerbe, c'est dramatique. Hop, et moi... Ah, super. Je suis désolé de bouger autant tout en même temps. On va essayer de s'en sortir, on va se mettre au milieu des deux. Je suis là, je suis au milieu. Browser, t'as pas... Ben en fait, j'ai browser. Mais du coup, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous avez pas le son. Parce que je me dis que vous seriez censé avoir le son. Est-ce que si je monte... Là, ouais, non, vous avez... Bah non, vous avez toujours pas le son, en fait. Même si je mets le son de la vidéo. Je me dis que vous êtes censé avoir le son. Est-ce que si... Non, il n'y a aucun son qui sort. Ça, c'est relou. Comment je vais réussir à capter le son de la vidéo? Sinon, bah tant pis, je suis désolé. Et ta musique, tu l'envoies comment? Ma musique, je l'envoie par le biais d'une piste. Tu penses que ça peut être lié à la musique? Tu penses que si je supprime la piste de fond, ça peut fonctionner? Enfin, le biais d'une playlist plutôt. Non, je pense pas. Ouais, non, bah non plus, je pense pas non plus. Est-ce que dans ces paramètres-là... Non, ça n'a... Bah tant pis, sinon... Ça ne sera pas possible. Je n'ai pas les connaissances nécessaires. C'est le même principe. Ouais, t'es pas con, toi. Je check dans mes dispos de micro ou quoi, hein, mais ça donne rien pour l'instant. J'essaye de trouver dans mes sources s'il n'y a pas un truc qui peut donner quelque chose. En fait, je pense que ce qui fait que ça marche pas...
c'est que en soi, je suis en capture de fenêtre et pas en source multimédia. Attendez. On va essayer un truc. Ta gueule, je m'entends en écho, ça me saoule. Source du navigateur. Est-ce que là, ça peut donner quelque chose de positif peut-être? Ça me donne rien de bon. Ça... Ah, ça a l'air de réussir à m'afficher quelque chose. Attendez, je suis peut-être en train de m'en sortir. Alors ouais, j'entends beaucoup le son là. C'est beaucoup trop fort. Est-ce que vous entendez le son, vous, ou pas? Comme ça? Ou non, pas du tout? Parce que là, en fait, c'est pareil, c'est que c'est sympa le browser source, mais je peux, voilà, genre, je peux pas changer le truc. Non, vous entendez pas de son? Bah non, ça change rien. Et bah tant pis, je trouverai une solution pour la prochaine fois. C'est con, j'aurais bien réacté avec vous ça. Mais falloir que je trouve comment on fait. Et bah je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai essayé de liver un peu plus tard. Est-ce que ceux qui sont venus là, le peu de personnes qui sont venues regarder, je vous remercie encore. Je me tâtais à pourquoi pas liver plutôt sur les coups de 14h plutôt que le matin. Parce que je me dis que c'est peut-être plus simple à regarder que des streams le matin. J'en sais c'est trop rien, mais il y a moyen qu'on passe sur cet horaire-là. En tout cas, il y a moyen qu'on passe définitivement à 11h déjà dans un premier temps. Et à voir pour passer soit sur le créneau du midi, soit passer sur le créneau du début de l'après-midi. Quoi qu'il en soit, moi je vais arrêter là. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et kiffez bien. Profitez bien de votre nuit NBA ce soir. Et puis la bise, hein. La bise, la bise.